Donc rebonjour. Donc moi je vais vous présenter les résultats d'un projet qui s'appelle Fœtus pour nouveau procédé de mesure du pH tissulaire au scalp fœtal. Et comme vous allez le voir, donc ce projet était une collaboration très riche et qui va continuer normalement avec donc le médecin Édouard Le Carpentier qui travaille donc au centre hospitalier intercommunal de Créteil et qui fait sa recherche à l'IMRB. Et puis, on s'est appuyé beaucoup sur le travail d'une doctorante qui avait été, qui a obtenu une allocation doctorale de l'école doctorale EMSTIC en octobre 2020. Et donc, c'était assez synchrone, finalement, de la réponse à l'appel à projet positif. Donc, on a pu démarrer en même temps la thèse et ce projet d'amorçage. Et puis, comme vous allez le voir, ce projet s'appuie sur un certain nombre de réalisations technologiques qui ont été faites dans les salles blanches d'Essier Paris, donc ce qui justifie l'ensemble des logos que vous pouvez voir sur le côté. Quel est le contexte de ce projet ? Eh bien, en fait, ça a été issu de discussions que j'ai pu avoir à la suite d'un séminaire croisé entre ESICOM, donc le laboratoire auquel j'appartiens, et l'IMRB, où on avait présenté un petit peu les technologies disponibles dans l'équipe, aux médecins, biologistes, etc. Et donc Édouard Le Carpentier m'a contacté suite à ce séminaire pour me poser en fait une problématique qu'il avait à résoudre, qui lui paraissait intéressante, et qui est la suivante. En fait, actuellement, donc aujourd'hui, quand vous allez avoir donc, une maman qui est donc en salle de travail pendant, pour l'accouchement de son bébé, eh bien, il y a un suivi qui est fait en deux temps, enfin, sous deux façons. Il y a d'une part le monitoring, enfin, le suivi du rythme cardiaque de la maman et du fœtus, et puis il y a également un examen qu'on appelle de seconde ligne qui peut être pratiqué en cas de doute sur une possible souffrance fœtale. On va faire une petite incision au niveau donc, du scalp du fœtus pour prélever une goutte de sang, et cette goutte de sang ensuite est emmenée dans un appareil extérieur pour faire une mesure du pH, donc de l'acidité du sang. Et cette information peut amener le médecin, donc le gynécologue obstétricien, à prendre une décision de surveillance accrue, voire de déclenchement de césarienne. Donc aujourd'hui, cet examen, il n'est pas continu. Il ne se fait que dans certaines conditions, dans certaines conditions de doute par rapport à l'état effectivement du fœtus. Et c'est un geste un peu technique qui ne peut être réalisé que par les internes ou les médecins. Donc en général, ça se fait au mieux toutes les 30-40 minutes quand il y a un suivi régulier. Et la demande du professeur, donc Le Carpentier, c'était de savoir si on pourrait imaginer, inventer un système de mesure du pH, mais qui soit continu, donc qui permette de mesurer en continu, une fois que le dispositif est, je dirais, posé correctement sur la tête du bébé, eh bien, pendant toute la phase de travail, suivre en continu à la fois le rythme cardiaque et plutôt le taux d'oxygénation, donc ce qui s'appelle ici SPO2 dans mon petit dessin, et... Oups. C'est pas celui-là. Là, voilà. Et puis le pH, donc avec des électrodes dédiées, enfin un système dédié. Donc ça, c'est le cahier des charges finalement, et qui a été précisé donc, au début du projet amorçage. Donc quand on a eu cette discussion, on a soumis le projet amorçage, et quand il a été obtenu, on a pu commencer à affiner le besoin. Donc si on fait la bibliographie sur cette technologie, cette idée de monitoring du pH, eh bien, ça a été beaucoup étudié à la fin des années 70, début des années 80. Les différentes études ont montré qu'il y avait une corrélation très forte entre ce qu'on appelle le pH tissulaire, le pH capillaire et le pH au cordon, donc juste après la naissance, et également donc, le taux d'oxygénation. Mais les technologies à l'époque n'étaient pas du tout adaptées pour un système de suivi continu. C'était voilà, de la mesure très ponctuelle. Et donc ça a été abandonné et un peu oublié pendant pas mal d'années. Et en fait, l'idée là, c'est d'essayer de remettre ça au goût du jour avec un système, donc on va dire portable, miniature, grâce à l'arrivée ou la maturité des micro-nanotechnologies qui nous permettent de miniaturiser ces dispositifs. Donc le challenge, nous, qu'on a à résoudre, en fait, c'est surtout ici la précision dont a besoin le médecin pour sa prise de décision,
qui est d'avoir un capteur qui soit sensible à 0,01 unité de pH. C'est-à-dire très fin. Pourquoi? Parce que le seuil d'alerte, il est entre 7,25, tout va bien, et 7,20, il y a un vrai problème, il faut tout de suite déclencher une césarienne. Donc vous voyez que la marge de manœuvre est très serrée, d'où la nécessité d'avoir une très bonne précision, sachant que les capteurs de pH commerciaux actuels, ils sont plutôt à 0,5 unité de pH dans le meilleur des cas. Donc on a un gros gap à franchir pour ce système. Après, il y a d'autres critères évidemment respectés. Bon, la plage d'utilisation en termes de pH, comme on est dans le corps humain, on est autour de 7. Il va falloir que le système puisse être donc, non seulement biocompatible, mais pénétrer en sous-cutané sur une profondeur assez petite pour avoir le minimum d'impact. Donc l'incision va être très petite, 1 à 2 mm maximum. Donc des dimensions les plus compactes, d'où les micro-nanotechnologies. Ça doit fonctionner à 37 degrés, plus ou moins. Et à terme, bon, pour l'instant on est au stade de prototypage, ce serait plutôt un système à usage unique, sans calibration préalable, puisqu'il y aurait un capteur par bébé, en fait. Donc l'autre point du cahier des charges, c'est de faire aussi en parallèle la mesure du taux d'oxygénation du fœtus pendant la phase de travail. Donc ça, vous en avez certainement beaucoup entendu parler pendant la crise Covid. On parle d'oxymètre. Hein, l'oxymétrie, c'est une technique qui permet d'estimer l'oxygénation des tissus. Donc vous voyez là-haut un oxymètre commercial, celui-là, qu'on met souvent au bout du doigt. Donc si certains de vous ont eu la malchance d'aller à l'hôpital, souvent vous mettez l'oxymètre au bout du doigt pour savoir quel est justement le taux d'oxygénation. Si vous êtes autour de 98%, tout va bien. Et le principe de mesure est le suivant. En fait, on va avoir donc, une diode donc, émettrice de lumière rouge ou infrarouge, une photodiode réceptrice de l'autre côté du doigt. Donc, et l'absorption des tissus n'est pas la même en fonction du taux d'oxygénation. C'est-à-dire si, en fonction du cycle respiratoire, le sang il va être l'hémoglobine va être oxygénée ou désoxygénée, donc elle n'absorbe pas de la même façon le rouge et l'infrarouge. Donc en calculant le rapport entre l'hémoglobine oxygénée ou désoxygénée, on est capable de remonter à ce pourcentage d'oxygénation. Donc c'est ce qui est expliqué sur ce petit schéma. En fait, on a une composante continue puis une composante variable, et c'est cette composante variable qui va effectivement nous intéresser. À la fois, on peut calculer le rythme cardiaque, mais surtout trouver ce ratio. Alors dans la petite différence dans notre cas d'étude, c'est qu'on s'intéresse à un fœtus qui n'a donc pas encore ouvert ses poumons. Et donc le taux n'a rien à voir avec les taux habituels, puisqu'on est plutôt à 49%. Donc il faudra adapter un petit peu le système par rapport au système traditionnel. Donc si je développe un petit peu ce qu'on a... J'essaie d'expliquer ce qu'on a fait pour la première partie, parce que finalement on a développé pendant donc, 1 an et demi ces deux capteurs, pH et oxymètre. Donc on a fait une étude bibliographique en début de projet, et on a convergé vers ce qu'on appelle une mesure potentiométrique, c'est-à-dire on va mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes. Donc les deux électrodes que vous voyez là, donc une électrode dite de référence et une électrode de travail. Donc on va mesurer la tension finalement entre ces deux électrodes, et on a choisi un matériau qui, d'après la bibliographie, avait l'air particulièrement intéressant, qui est le TIN, donc nitrure de titane. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a une structure cristalline qui permet a priori de bien capter les ions H+, donc les ions H, la concentration en H+, nous permettant directement de remonter au pH. Voilà. Donc, en plus, ce matériau est biocompatible. Donc, cette étude, on n'avait pas besoin de valider la partie biocompatibilité du matériau. Et ce matériau n'était pas encore tout à fait disponible au début du projet, mais grâce aux travaux de l'équipe et en particulier d'autres travaux donc, menés en parallèle par Lionel Rousseau et des doctorantes, eh bien, on a mis au point une technique de dépôt de ce matériau. Donc très rapidement, pour illustrer comment on fabrique ce type de capteur, alors on part d'un substrat donc, en verre. Alors nous, on le fait en verre parce qu'on a fait des premiers prototypes rigides, et puis après, vous verrez qu'on a adapté. Donc ce substrat en verre, on le recouvre d'une première couche de métal, donc une couche d'accroche titane-tungstène et une couche d'or. Et puis, on va faire une étape qu'on appelle de photolithographie, c'est-à-dire qu'on va transférer le motif qui nous intéresse, c'est-à-dire nous, notre électrode, à travers un masque, ici. Donc vous voyez un système avec une ouverture transparente. Des rayons UV vont venir insoler une résine photosensible, ce qui va permettre après développement, donc comme les photos argentiques
qu'on faisait en noir et blanc il y a longtemps, eh bien, on va récupérer une copie finalement de ce qui existe sur le masque, sur notre dispositif, donc sur la résine. Et ensuite, si on vient graver les couches successives, on récupère ici le motif, donc la piste en or sur sa piste en titane-tungstène. Donc là, ça nous permet d'avoir une électrode. Et puis ensuite, on va refaire le même procédé autant de fois que nécessaire pour rajouter la zone ici d'intérêt, c'est-à-dire le titane-tungstène, le nitrure de titane, le TIN, et puis on va ce qu'on appelle passiver, donc on va recouvrir l'ensemble du système, sauf l'électrode utile et le plot de contact, d'une couche isolante pour éviter que tout soit en court-circuit quand on met ça dans les liquides, puisque évidemment on va faire des mesures en milieu liquide, que ce soit d'abord au niveau chimie quand on a caractérisé in vitro, puis plus tard in vivo. Donc, à quoi ça ressemble après fabrication? Donc là, vous avez la photo vue de dessus. Donc, on voit, ça, ce sont les plots de contact ici. Au bout, donc, vous avez la piste. Là, vous avez les petits points noirs que vous voyez. Ce sont nos électrodes d'intérêt. Donc, les diamètres vont être de 200 microns de diamètre jusqu'à 600 microns de diamètre pour ces dispositifs-là. Donc, ils sont plutôt gros. En salle blanche, on fait des choses beaucoup plus petites. On peut descendre à des dizaines de microns. Donc là, vous voyez différents aspects de ces électrodes. Et puis, donc, on a développé également une technologie pour essayer d'optimiser les performances du matériau, donc en le nanostructurant. Et également, actuellement, la doctorante est en train de transférer cette technologie qui était donc d'abord sur des barrettes de verre sur un substrat souple. Et alors, vous voyez peut-être ici que ça a l'air de se... Voilà, il y a des petits fils qui se recourbent. Voilà. Donc là, au bout, il y a l'électrode qui est un peu foncée. Et puis, vous voyez, ces petits fils là, qui font 10-20 microns d'épaisseur, 1 mm de large et 2-3 cm de long. Donc c'est ça qu'on va essayer ensuite d'implanter en sous-cutané, d'abord sur petit animal et puis peut-être un jour pour l'application réelle. Donc évidemment, il y a une grosse partie du travail de l'année dernière qui a été sur la caractérisation des prototypes, donc à savoir les premiers prototypes sur des lamelles de verre et puis actuellement les prototypes flexibles. On a retrouvé des sensibilités, alors là j'ai mis une courbe, mais on en a plusieurs en fonction des prototypes testés, de l'ordre des capteurs de pH standard, donc de l'ordre de 60 millivolts par unité de pH, donc ça c'est tout à fait correct. Et puis surtout, ce qui est très important, une bonne reproductibilité, c'est-à-dire qu'on refait les expérimentations in vitro par cycle de pH croissant et décroissant dans la gamme qui nous intéresse, donc autour de 7, et on voit qu'effectivement, on retombe à peu près au même niveau. On a une petite hystérésis, et donc si on corrige l'hystérésis, on arrive à compenser ce décalage et à avoir effectivement une précision. Donc la première année, sur les prototypes en verre, on avait une précision de 0,14, donc on était encore un peu loin de la cible. Et avec la deuxième version de prototype, on est arrivé à 0,02, donc on est presque à ce qu'on attend. Donc on est très content. Ensuite, sur la partie, donc l'autre capteur dont je vous ai parlé, là c'est plutôt de l'électronique traditionnelle qu'on a développé. Donc le schéma c'était juste pour vous le montrer, je ne vais pas le détailler, mais pour vous dire que finalement ce circuit on peut le faire nous-mêmes avec des composants assez classiques. Donc on a la partie émission, je vous ai dit il faut une lumière infrarouge, une lumière rouge. On a un système de switch en fait, qui permet de basculer alternativement du rouge à l'infrarouge. Ensuite, on va avoir ici le récepteur de lumière, donc la photodiode, qui va capter alternativement le rouge et l'infrarouge. Ensuite, on amplifie une fois, 2 fois, et on récupère le signal. Voilà, donc ça ressemble à ce que vous avez là-haut. Donc on a les signaux bruts qui sont un petit peu bruités et les signaux filtrés, donc rouge et infrarouge. Et puis vous voyez des exemples de cartes qui ont été fabriquées à EasyCom. Donc ici un PCB et puis ici un PCB flexible. Et également, donc, un stagiaire avait été recruté l'année dernière pour essayer de développer une interface utilisateur assez simple, donc, qui permet ici d'afficher sur un écran les courbes et également de calculer le rythme cardiaque, le SPO2, et vous ne voyez pas forcément très bien, mais en fait, il y a un système de boutons et on peut aussi basculer sur l'écran d'affichage côté pH, donc on peut aussi voir le pH. Voilà.
Donc pour nous, les bénéfices de l'amorçage sont évidents. On a donc la collaboration, elle a permis d'initier une vraie collaboration entre des équipes qui ne travaillaient pas forcément beaucoup ensemble jusqu'à présent, en tout cas sur un sujet très concret. Les résultats sont très prometteurs. Les performances des capteurs, donc pour l'instant, sont plutôt à l'état de l'art et la précision, elle est très bonne. On a aussi développé une nouvelle filière technologique en TIN, donc qui est en plus qui a été brevetée par Lionel Rousseau et son équipe. Donc là, c'est aussi un gros plus, puisqu'on a cette possibilité de protéger un petit peu certains des résultats. Le projet amorçage a donné un peu de budget pour accompagner la thèse, qui aurait tourné par ailleurs, mais là, ça lui a donné plus de moyens pour avancer, donc c'était très intéressant. Donc, juste comme c'était demandé, j'ai aussi rappelé l'annexe financière. On avait un budget autour de 42 000 €. On aura presque tout dépensé, pas tout à fait. On n'a pas eu de deuxième stagiaire cette année. On n'a pris qu'un seul stagiaire, voilà. Donc, je le signale. Et donc, à quoi ça a servi? Ça a servi beaucoup au travail en salle blanche, pour fabriquer les microélectrodes avec plusieurs jeux de fabrication, développer également la partie oxymètre, donc le système avec tous les composants électroniques, faire les cartes, un petit peu de matériel de mesure. On a financé un stage de master l'année dernière sur l'interface utilisateur, et puis les premiers essais in vivo à l'IMRB, puisqu'effectivement l'accès, ça coûte aussi un petit peu d'argent. Voilà. Donc pour moi, en conclusion, cette collaboration, elle est vraiment fructueuse avec le médecin qui est très motivé, qu'on interagit très facilement. Enfin, c'est un vrai plaisir de travailler avec Édouard Lecarpentier. L'amorçage, ça nous a vraiment donné des moyens en appui de la thèse, donc pour vraiment fonctionner et aller plus loin. Et comme on a des perspectives de prématuration, c'est très motivant. Donc, je vous remercie pour votre attention.